Bonjour, vous êtes sur le podcast Raconte de l'ACDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré dans une PME industrielle avec Patrick Bonnemère, designer chez Erard. Patrick nous présente son parcours réalisé quasi exclusivement comme designer intégré dans des PME et souvent en création de postes. À travers sa carrière, nous comprenons l'importance d'être polyvalent quand on travaille dans une petite structure, mais aussi quelle place doit avoir le designer dans l'organigramme en fonction de ses attentes. Il nous explique les outils qu'il utilise dans son travail et la nécessité de prouver sa légitimité dans les équipes. Erard est une PME industrielle fortement concurrencée par des produits d'import. Nous aborderons donc la question de la valeur ajoutée du designer pour que cette marque trouve sa place et arrive à conquérir de nouveaux marchés. Il finit son épisode par quelques conseils à destination des designers qui commencent leur carrière. Je vous laisse découvrir cet épisode. Merci d'écouter Raconte, le podcast sur le design intégré en entreprise de l'ACDI. Si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous et pensez à le noter sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Annabelle. Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast sur le design intégré. Peux-tu commencer par présenter ton parcours s'il te plaît ? Je vais remonter assez loin parce que je pense que ça permet de voir un petit peu le cheminement mène à être designer. On va remonter autour de 10 ans, peut-être même avant. Je m'amusais beaucoup à démonter et remonter les objets. Ça commençait par le vélo, mais ça allait aussi sur l'électroménager, le sèche-cheveux, etc. J'adorais démonter et remonter. Alors, je remontais plus ou moins bien, mais bon. Et l'autre chose qui était un peu mon quotidien, on va dire, et là c'était plus au début contraint, puis après avec plaisir, c'est que notre père nous emmenait tous les 15 jours au musée d'art moderne à Paris, où il découvrait l'art conceptuel, les performances, le mouvement Dada, ces mouvements qui remettent en question l'art lui-même, qui mettent en scène souvent des objets du quotidien pour les transformer ou pour simplement exprimer quelque chose. C'est ce qui m'a un peu marqué dans mon jeune temps. Après, j'ai une formation plutôt maths, pas par goût, simplement j'étais moins mauvais là-dedans que dans le reste. Donc il a fallu que je me mette à niveau pour rentrer dans une école d'art. Et donc je suis rentré ensuite aux arts décoratifs. Alors une année aux arts appliqués Olivier de Serres. Et puis ensuite, je me suis orienté plutôt vers les arts décoratifs, qui avaient une approche plus conceptuelle aussi des choses. On discutait plus. C'était plus pourquoi vous faites ça, et la limite, la forme importe peu, mais la raison est essentielle. Depuis toujours, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Le pourquoi. Après, d'un point de vue familial, j'avais un environnement très tourné sur les sciences sociales, les sciences humaines. C'est aussi important parce que je pense que de comprendre l'inconscient des gens face à un objet, face à un usage, c'est essentiel, et c'est un peu la dimension qu'on peut apporter, nous, comme designers, dans une entreprise. Cette capacité à faire preuve d'empathie et de comprendre au-delà des mots et au-delà de ce qui est dit au premier niveau. Et donc, je suis sorti diplômé des arts déco et j'ai commencé à bosser. J'ai commencé dans une agence de design qui était assez connue à l'époque dans les agences, mais qui travaillait pour des clients comme Seb, par exemple, ou même la SNCF. Et puis, j'ai travaillé aussi pour la SNCF, au sein de la SNCF, dans un petit bureau de design. Et à la sortie de ces 2 années à faire ces expériences, j'en ai eu quelques autres pendant ces 2 années, je me suis convaincu que l'univers qui m'intéressait, c'était l'univers de l'entreprise industrielle, pour me coltiner au quotidien avec les questions en amont du pourquoi on fait tel projet, et puis les questions en aval du comment est-ce qu'on va arriver à les réaliser, à les faire, et puis le résultat commercial aussi, et la sanction, quoi. Ça marche pas. Et je suis arrivé comme ça en 89 dans la ville de Besançon, dans une entreprise qui faisait de la bagagerie, et qui surtout avait fait un projet très innovant et très intéressant avec Jean-Pierre Vitrac. C'était une sorte de valise semi-rigide. C'est une sorte de coque qui paraît visuellement être rigide, qui en fait est un peu souple. Et c'était vraiment très nouveau. J'ai postulé, j'ai été pris à faire de la bagagerie. Bon, en fait, une petite déconvenue, ils étaient un peu moins portés sur les innovations radicales, de rupture. Mais bon, c'était très intéressant quand même, et surtout, ça m'a permis de travailler sur des produits assez différents, qui allaient du cartable, enfin cartable de scolaire, de la bagagerie souple aussi de voyage, de la maroquinerie, et puis de la bagagerie rigide.
Donc, première expérience dans une entreprise avec différents services, notamment un service marketing, et première confrontation avec le marketing, qui était composé de personnes plutôt jeunes, qui visiblement n'avaient pas eu de formation sur ce que pouvait apporter un designer. On ne se comprenait pas toujours sur qui devait faire quoi. Typiquement aussi, une façon de présenter les projets avec des cahiers des charges où plutôt que de poser un contexte et des limites, c'était des cahiers des charges qui étaient plutôt sous forme de réponse. Il nous faudra un cartable jaune, par exemple. Enfin, voilà, le truc pas du tout aidant, productif pour un designer. C'est s'il faut faire un cartable jaune, ben, faites votre cartable jaune. Et aussi, le marketing avait quand même une volonté de mainmise assez forte. Et ça, c'est un peu un truc assez courant sur ce qui est couleur et matière. Donc, on a fait appel d'ailleurs à un bureau de style, Peclers à l'époque, avec un bémol sur Peclers, par exemple, face aux des bureaux de style comme ça, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas du tout comment ils procèdent aujourd'hui, ils proposaient en fait des cahiers de tendance qui étaient plus des sortes de boîtes à outils. Et finalement, ça faisait complètement abstraction de l'identité de la marque. Ça aurait pu être un cahier de tendance pour n'importe qui d'autre. Et puis surtout, on n'avait pas de description du consommateur final. On ne savait pas en fait sa façon de penser, son mode de vie. Quand il n'achète pas un cartable, qu'est-ce qu'il achète à côté, ce qui est quand même assez essentiel si on veut bien réfléchir à un produit. C'était un peu la limite de ces panneaux de tendance. Ce qui est intéressant par contre dans ce domaine-là, dans cette entreprise, c'est qu'il y avait des produits, donc les cartables par exemple, typiquement c'est un peu comme le jouet. Le prescripteur, c'est pas forcément le consommateur final, l'usager. C'est-à-dire que c'est le parent qui va acheter le cartable pour le gamin, c'est pas toujours le gamin qui fait le choix. Donc des fois, il faut comprendre ça quand on dessine ce genre de choses. Et puis par contre, pour des bagages avion, c'est différent. C'est le prescripteur, l'acheteur et l'usager lui-même. Et puis première confrontation aussi avec un bureau d'études techniques qui redessinait un peu tout différemment, sans trop me le dire. Voilà, tout ça parce que, je vais mettre des guillemets, c'était plus simple à dessiner. Alors, ça m'a un peu surpris, parce que moi, je m'évertue à faire des beaux plans et tout, comme on m'avait appris, avec des codes, des rayons, des machins. Et puis, je me retrouvais avec des rayons différents, avec des codes un peu différents. Voilà, au début, le démarrage a été un petit peu bizarre. Et le dernier souvenir que j'ai de cette entreprise, c'est d'avoir vu dans la ville quelqu'un qui portait un des produits que j'avais dessiné. Et ça, faut reconnaître que c'est assez jouissif. En fait, moi, ce que je dis souvent dans mon métier, ce que j'aime bien, c'est séduire par procuration. Les gens me connaissent pas, mais quelque part, je les ai séduits à travers un produit que j'ai dessiné. Et je pense que c'est ce qui me motive le plus. Donc ça, c'était 3 ans. Première expérience en création de poste dans une entreprise industrielle. Et je suis ensuite allé dans une autre entreprise qui faisait de la lunetterie de sport, masque de ski, etc., qui s'appelle CB. J'y ai passé 11 ans. Là, c'était la reprise d'un poste. Je remplaçais juste une personne qui était restée 1 an. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris en fait pourquoi elle n'était pas restée. C'est qu'il y avait un énorme problème de couleur des produits. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un hiatus entre les couleurs proposées sur les produits et la cible de ces produits eux-mêmes. Pour faire clair, pour illustrer, on faisait des lunettes de montagne, notamment destinées à des alpinistes, plutôt conservateurs, surtout à l'époque. On faisait des lunettes très high-tech, avec des petites ouïes d'aération, des petites protections latérales, etc. Et celle qui était en collection quand je suis arrivé, elle était alors avec des coques roses, un nez décoré avec des mouchetis un peu roses et d'autres petites couleurs par-dessus. Enfin, autant dire que ça plaisait pas bien à la cible. J'ai compris qu'il y avait un gros travail effectivement sur les couleurs. Enfin, de toute façon, on me l'a dit quand je suis arrivé. Et donc, j'ai commencé par faire un travail de pédagogie. J'ai été habitué aux panneaux de tendance. Je trouvais que les panneaux de tendance étaient quand même un peu limités. Donc, je suis allé un peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai créé 5 typologies de clients avec une description effectivement de ce qu'on peut trouver sur notre marché, de la lunetterie de sport, mais surtout de ce qu'on peut trouver par ailleurs chez ces gens-là. C'est-à-dire c'est plus des descriptions de profils psychologiques de consommateurs ou d'usagers que juste une boîte à outils de couleurs et matières. Et en fait, les gens aiment bien quand il y a du visuel. Et puis, j'avais écrit des petits textes, expliquaient ce qu'ils allaient voir au cinéma, ce qu'ils lisaient, les sports qu'ils aimaient faire, enfin, un peu tout.
qu'on appellerait aujourd'hui les personas. Et alors là, les propositions que j'ai fait de couleurs ensuite sur les produits, d'une part, pour moi, ça m'a aidé, c'était beaucoup plus simple. Et surtout, il y avait une forme d'évidence pour la compréhension pour les autres. Le premier travail chez CB, ça a été ça, et c'était la grosse problématique quand je suis arrivé. J'ai réussi à la résoudre, et partant de là, j'avais acquis une légitimité. Bon, c'était pas une création de poste, donc il n'y avait pas non plus à dire, voilà, faut expliquer tout ce que pouvait faire un designer. Mais malgré tout, quand on arrive et qu'on est un nouvel embauché, faut quand même prouver qu'on est capable de répondre aux questions. L'autre petite anecdote, quand je suis arrivé dans cette entreprise, j'ai été recruté par le petit-fils. Et 15 jours après être entré dans la boîte, ils m'ont dit, on a vendu. C'est spécial. Par contre, dans mon cas, ça a été une super opportunité parce qu'il y a eu un nouveau DG très jeune qui est arrivé, qui avait fait beaucoup de voyages. Pour lui, un designer, ça devait voyager. J'ai pu voyager et ça permet de cultiver son intuition et puis de se coltiner à d'autres marchés, de voir d'autres choses et c'est positif pour ensuite la créativité. Et donc, de cette entreprise qui était une PME, j'étais pas le seul designer, j'ai embauché un autre designer et puis ensuite un graphiste, donc on a été jusqu'à 3. Donc on s'est occupé au début, alors des couleurs c'était un peu l'urgence, mais évidemment le truc c'était surtout de travailler sur les produits, de travailler ensuite sur les stands d'exposition, c'était des choses qui m'intéressaient, et puis un petit peu de merchandising, mais c'était assez léger, et puis une refonte de l'identité de marque, du logo de la marque, qui est toujours d'actualité d'ailleurs le logo, pas les textes CB qui ont été refaits depuis, mais il y a toujours le tripode qui est toujours d'actualité. On a fait des tentatives de diversification en optique. Bon, c'était un peu de l'opportunisme qui était un peu loin de notre univers, de notre ADN. Et au bout de 3 ans, moi qui étais plutôt citadin quand même dans l'âme, j'avais un petit peu de difficulté à rester là toute la semaine. Et on a convenu que je travaillerais en télétravail. Voilà, en télétravail avant l'heure, en 1995. Donc pendant 8 ans, j'étais à cheval sur Lyon et sur le Jura. Voilà, ça a duré 11 ans, jusqu'à ce qu'on soit racheté par des Italiens, beaucoup plus gros que nous, qui, au bout d'un an, ont petit à petit fait déménager la boîte en Italie. Et je ne les ai pas suivis. Et ensuite, une petite expérience, en durée, chez Salomon. Comme je venais de l'univers du ski, des sports d'hiver, c'était assez naturellement que je pensais pouvoir aller dans une entreprise comme Salomon. Et puis, en fait, pour tout dire aussi, que Salomon, c'était une entreprise que je convoitais depuis que j'étais à l'école. L'opportunité s'est présentée, mais j'ai eu quand même un petit choc culturel. Je sortais d'une PME où on était très réactif, où les choses n'étaient pas forcément très bien formalisées. Et là, on était dans une ambiance plutôt d'agence de design, une grosse structure avec son vocabulaire, beaucoup de réunions. Et il faut se mettre au pli de ces trucs-là. C'était moins simple que je pensais au départ. Par contre, c'est vrai que c'est une entreprise avec des vraies compétences, une organisation carrée, des moyens, un budget, le temps pour développer les produits, enfin que des choses qui sont, elles, très positives. Mais je me suis retrouvé un peu comme dans mon expérience d'agence à Paris. Et puis avec aussi une situation où le designer propose des choses et le marketing dispose de ce qu'on fait. Et ça, j'ai un peu de mal. En fait, Salomon est passé d'une culture de technicien à inventeur. C'est un peu ce que j'avais en tête avec les chaussures à entrée arrière, les fixations de fond avec une sorte de rail. En fait, toutes des inventions qui ont quand même marqué, des inventions de rupture qui ont quand même marqué le milieu du ski, à une culture plus marketing. Ça a été très instructif. J'habitais sur Lyon, vu les trajets, j'ai un peu écourté les choses et donc au bout d'1 an et demi, j'ai décidé d'interrompre et de chercher plus près de Lyon. Alors après avoir fait des bagages, avoir fait des lunettes, avoir fait un peu de ski, je suis rentré chez Fermob avec mes expériences qui montraient que j'avais des connaissances en textile, en plasturgie, en métallurgie, dans les décors. J'avais fait des photos, j'avais fait du stand, je faisais de la 3D, je faisais une somme de choses différentes, typiquement qu'intéressent les petites entreprises. Je dis petite, Fermob a grossi depuis, mais ça reste comme une PME. Et donc, c'est typiquement le genre de profil qui peuvent intéresser des entreprises comme ça. Et en fait, ils m'ont embauché parce qu'ils étaient confrontés à des projets de designers extérieurs qui faisaient appel à des techniques qu'ils ne maîtrisaient pas, et en particulier le textile.
Il n'y avait pas de designer intégré au sein de Fermob avant moi. Enfin, oui et non. Si, il y avait, j'espère que Serge ne m'en voudra pas, il y avait Serge Leb qui était arrivé avant, qui était designer, mais qui avait un profil très technique. En tout cas, c'était quand même une création de poste, puisque je n'ai pas remplacé Serge et que je suis arrivé avec des missions un peu différentes. Donc, mon boulot, c'était d'abord un rôle de facilitateur, de trouver des solutions, du sourcing, trouver des réponses à des problématiques techniques, et puis d'aider à faire en sorte que les produits des designers extérieurs puissent être réalisables par l'entreprise. C'était aussi parfois intervenir sur les projets eux-mêmes pour proposer autre chose, notamment un pied de banc. J'ai fait une autre proposition de dessin. Enfin, c'était assez varié, c'était mais intéressant, rencontré pas mal de monde. Et puis, j'ai été amené petit à petit à dessiner moi-même quelques produits. Et surtout, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, Fermob, c'était nouveau pour moi. Ça fonctionnait un peu comme beaucoup d'entreprises dans le mobilier, comme des éditeurs. J'ai proposé d'inverser un peu, enfin d'aller en amont de la réflexion. Et donc, j'ai formalisé l'identité de la marque Fermob, essayer d'expliquer à des tiers quelle était la philosophie de la marque, construire des débuts de cahier des charges, mais quand même très ouverts. Et puis, je suis allé voir des agences. C'était une expérience intéressante et une autre façon de fonctionner. Ensuite est arrivé, un peu comme dans les autres entreprises, la question de la couleur. C'est quand même ce qui a fait le succès de Fermob à une époque, et enfin toujours, je pense, c'est d'être capable de proposer 25 couleurs à peu près sur une même forme de chaise, et ça quasiment à la commande. Et donc avec une palette qui commence à intéresser beaucoup les prescripteurs. Et donc j'ai commencé à faire des tendances, alors un peu plus conventionnelles, des juxtapositions de photos, d'environnement. Pour la petite précision, j'étais sous la direction du PDG et de la directrice marketing. Je m'entendais très bien avec la directrice marketing et elle a changé. Elle est partie, elle a été remplacée par une autre personne. J'ai retrouvé l'état d'esprit des gens que j'avais connus en bagagerie. Là-dessus, j'ai eu l'occasion de rencontrer une autre entreprise, ERA, une PME, qui fait des accessoires audio-vidéo, des meubles, des supports pour écran plat, des mâts d'antenne depuis longtemps et de la connectique. Au vu de mes expériences passées et de la position que le design peut avoir dans une entreprise, j'ai demandé en fait à dépendre de la direction générale, d'autant plus que là, j'arrivais dans une entreprise où c'était de nouveau une création de poste. Donc, il fallait trouver sa place. Et je dis, voilà, pour moi, la place du designer, c'est au même niveau que le marketing, que le bureau d'études, ni au-dessus, ni en dessous, pour qu'on apporte chacun notre vision sur les projets qui me semble être complémentaire et qu'on trouve ensemble la bonne réponse. C'était donc une création de poste. Et donc, il faut faire sa place. Donc, je suis arrivé et puis là, surprise, le directeur marketing venait juste de lancer des études avec des agences de design extérieur. Et puis, le fonctionnement du bureau d'études, à l'époque, récupérait donc les projets de design, travaillait à partir de là, mais avec très peu d'interaction ensuite avec les agences. Ça fonctionnait pas forcément très bien. Ça fait combien de temps maintenant que tu es chez Erard ? Ça va faire 15 ans. Est-ce que tu peux nous parler de la particularité un peu d'être seul designer dans une entreprise telle qu'Erard, qui est une PME ? On peut être amené à faire des choses très variées. Une action sur les produits, mais aussi sur l'environnement immédiat du produit, c'est-à-dire les packaging, les notices, le merchandising, la présentation, faire des corners, par exemple, des choses comme ça. Faire des stands d'exposition pour présenter les produits dans des salons. J'étais amené à m'occuper aussi des photos, donc packshot, mais pas uniquement, aussi les photos d'ambiance, faire les vidéos, et puis à travailler finalement globalement sur l'identité de la marque. La problématique, elle est vraiment très fonctionnelle, c'est-à-dire d'aider à l'installation et à l'utilisation de ces produits-là, et c'est là que le design est important. Et donc toute cette démarche de facilitateur dans l'usage, aussi bien pour l'installateur que pour l'usager,
que des fois c'est pas le même, ça pouvait caractériser la marque Erard. Et le soin apporté à cet aspect du produit pouvait caractériser la marque Erard. Donc à un moment donné, je l'ai formalisé et je l'ai montré donc à la direction pour avoir une vision commune. Comme en fait, elle n'était pas impulsée depuis le haut, c'est que c'était une initiative personnelle, en fait, ils ne la sont pas complètement appropriées. Voilà. Moi, par contre, je me la suis bien appropriée, puis ça m'a aidé malgré tout à avoir les idées plus claires quand je travaillais. Mais il n'y a pas eu cette dynamique partant du haut à cette époque-là. Peut-être un dernier point qu'on pourrait aborder, même si tu viens d'en parler un petit peu. Erard a des produits qui sont quand même très techniques, parfois qu'on ne voit pas, avec une concurrence des produits d'import, donc une concurrence qui se bat beaucoup sur le prix. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler de la valeur ajoutée du design sur ces produits-là? Au début, le diagnostic que j'ai fait sur les produits, et ce que je voyais en tout cas, c'était qu'il y a quand même des remises à niveau à faire, notamment sur l'environnement produit, c'est-à-dire tout ce qui était packaging, qui était en fait une sorte de duplicata sur les 6 faces, exactement les mêmes informations mises en page de la même façon. Et donc ça, et plus les notices. Donc là, il y avait un gros travail à faire là-dessus. Et j'ai mené ce chantier avec aussi un autre projet en parallèle de support où j'étais très orienté usage. J'ai essayé de revoir la façon de penser un support en disant il y a une partie qui va au mur, les murs sont plutôt blancs, on va plutôt faire blanc par exemple, une partie qui va sur la télé qui est plutôt noire, on va plutôt la faire noire pour que déjà qu'il y ait une logique, qu'il y ait une forme de compréhension. On va juste faire un truc, on crochette, ça fait un clic et puis on dégoupille avec une pièce en couleur, comme ça on identifie tout de suite ça. Et puis j'ai inventé des petites rondelles excentriques parce que le bricoleur maison, quand il perce dans son trou, des fois il vise un peu à côté. Donc comment on fait dans un cas comme ça quand on veut son écran parfaitement droit? Donc j'ai imaginé une sorte de petite rondelle qui tourne sur elle-même et qui permet de désaxer le trou de vissage. Et donc voilà, plein de petites choses, y compris sur le packaging, avec en fait une présentation sous forme de 2 galettes, de deux plaques, on va dire, où il y a toutes les pièces, toutes numérotées, gravées dans le pack, et la notice qui fait référence à tous ces numéros. Et en fait, l'idée, c'est que en un seul coup d'œil, on comprenne où est la pièce numéro 1, numéro 2, numéro 3, et avec des notices sans texte, pour que ce soit d'une part international, qu'il n'y ait pas besoin de traduire, et que ce soit compréhensible comme un jeu pour enfants, quoi. Voilà. Donc, avec ce travail-là de packaging et ce projet Fixit, en fait, je pense que j'ai fait ma place dans l'entreprise. C'était pas évidente au début parce que création de poste, parce que je prenais des prérogatives aux uns et aux autres. Une fois que j'ai passé cette époque à répondre à quand même à un cahier des charges un peu précis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'attend un consommateur quand il a une télé dans les mains, il la veut au mur, mais comment on fait pour accrocher un écran au mur sans faire un trou dans un mur? Alors, ça paraît complètement idiot, mais bon, c'est un objectif qu'on peut essayer de poursuivre sans y arriver complètement, mais tendre vers ça. Et en fait, j'ai imaginé un produit qui, tout simplement, repose au sol, mais qui lèche le mur. C'est-à-dire que c'est une sorte de tôle qui vient épouser la forme du sol, qui remonte le long du mur et qui permet d'accrocher un écran sans avoir besoin de faire de trous. Pour le coup, c'était un peu une rupture par rapport à ce qu'il y avait sur le marché. L'entreprise elle y croyait, mais en disant, bon, on fera des petites ventes marginales. Donc, investissement marginal. Et en fait, petit à petit, ça a été le produit qui nous a ouvert des marchés à l'export. Et donc, il y a un besoin de se différencier, d'apporter des choses qui nous démarquent et qui nous permettent d'entrer chez des clients. Et ça, c'était le produit qui nous a permis d'entrer chez des clients, puisque pour le coup, ça, ils ne le trouvaient nulle part. En fait, c'est allé même plus loin que ce qu'on pensait. Et finalement, on a eu des marchés assez importants de pros pour des salles de réunion vitrées. Dans une entreprise comme Erard, on n'est pas très... Il n'y a pas énormément de monde, hein, on est 130, ces eaux-là. Donc moi, je suis le seul designer. Maintenant, j'ai quasiment toujours eu un graphiste avec moi, mais le rôle que je me vois attribuer, c'est une sorte de superviseur qualité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris que j'étais exigeant sur les aspects finaux parce que c'était ce sur quoi les gens pouvaient
tickets, et pas forcément consciemment d'ailleurs, inconsciemment. Et je pense que ce rôle de recherche d'une belle qualité, d'une belle finition, c'est typiquement un cheval de bataille que peut avoir un designer. Tu m'avais demandé, je crois, de me dire peut-être un petit mot, peut-être pour les jeunes générations qui arrivent ou qui démarrent. Je dirais que quand on cherche un boulot et qu'on arrive dans une entreprise, il faut bien penser, surtout en fonction du design qu'on veut faire. Parce que pour moi, il y a 2 profils de designers, pour schématiser. Il y a ceux qui aiment bien proposer, qui aiment bien dessiner. Et puis, il y en a d'autres qui aiment bien décider. Moi, je suis plutôt de ceux qui aiment bien prendre part aux décisions. Et donc, en fonction de comment on se situe, c'est important de savoir où on est dans un organigramme d'entreprise. Si on aime bien proposer, si on est dépendant d'un service marketing, il n'y a aucun souci, je pense. Si on est là pour, on veut participer à la décision, là, typiquement, je pense qu'il faut se mettre au même niveau que le marketing et que la direction technique. Dès qu'on cherche à s'intégrer dans une entreprise, faut comprendre ce truc-là. Voilà. Après, l'autre chose aussi, quand on démarre, surtout pour une création de poste, mais c'est vrai aussi pour le reste, il faut se concentrer sur un projet au début pour asseoir sa légitimité, quoi. Bien comprendre quel est le projet sur lequel on sera attendu et sur lequel on pense bien pouvoir répondre. Même si on n'arrive pas à temps sur un autre projet qui nous est demandé en parallèle, ça nous sera pardonné si sur un projet important, on a bien répondu. Pour que, en fait, pas simplement la direction, pas simplement le chef au-dessus, mais que les collègues aient confiance. Ils se disent oui, avec lui, on a une vraie compétence qui va être complémentaire et qui va être intéressante. Un autre message aussi, c'est un peu pour conclure, il faut se méfier de ne pas se laisser impressionner par les belles histoires qu'on raconte. On n'en sort que la face lumineuse, mais il y a aussi une face obscure. Des jeunes qui écoutent peuvent vite se décourager, de se dire « Waouh, mais ils ont fait tout ça, et tout n'est pas si lumineux, quoi. » Eh bien, écoute, Patrick, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Ben, je t'en prie. Et puis, je te dis à une prochaine. Merci Annabelle.